Il est une énigme d'1,94 m. Inconnu il y a 6 mois, son ascension est fulgurante. Rocardien dans ses jeunes années, il bascule à droite et devient le plus proche lieutenant d'Alain Juppé. Maire du Havre à 38 ans, il est Premier ministre à 46 et se voit chef d'orchestre d'une symphonie composée par Emmanuel Macron. Ce boxeur est aussi un grand lecteur, il aime Cyrano pour le panache et Céline pour le style. Ceux qui l'aiment louent son flegme et sa classe britannique, son humour aussi tendance corrosif. Ceux qui s'en méfient parlent d'un homme froid, techno, parfois même cassant, et critiquent un Premier ministre transparent. Alors, celui qui porte 2 prénoms se fera-t-il un nom ce soir? Voici l'émission politique avec Édouard Philippe. Bonsoir à tous et bonsoir Édouard Philippe. Vous avez donc 2 heures pour vous faire connaître des Français ce soir et expliquer votre politique. Alors le programme, je vous le donne. Dans un instant, vous répondrez à François Langlais sur les questions économiques. Bonsoir François. Vous partirez ensuite en immersion chez Emmaüs où vous avez rencontré des femmes qui s'inquiètent pour leur contrat aidé. Puis ce sera le moment de l'invité surprise. Un indice. Il a été ministre dans une autre vie. Place ensuite aux Français pour une question directe sur la PMA. Vous serez également interpellé par une femme de militaire en colère. Bonsoir à tous les deux. Et puis ce sera le point d'orgue de la soirée. Jean-Luc Mélenchon sera face à vous. C'est le duel politique le plus attendu de cette rentrée. Vous serez également soumis en fin d'émission aux questions acérées de Nathalie Saint-Cric. Bonsoir Nathalie. Puis Jean-Baptiste Marteau nous donnera le verdict final, le résultat du sondage Ipsos Soprasteria. Il vous dira si vous avez ou non convaincu les Français ce soir. Sachez que toutes vos déclarations seront scrutées, surveillées, fact-checkées, comme on dit, par nos partenaires de l'imprévu. Et je les salue. Je salue également les nombreux téléspectateurs ce soir de TV5 Monde. Et puis enfin, une nouveauté, chers téléspectateurs, pour enrichir encore plus cette soirée de politique et de débat sur France 2. Je vous proposerai vers 23h l'émission politique La Suite. 5 invités prestigieux débattront de votre prestation, Monsieur le Premier ministre, et des premiers mois au pouvoir d'Emmanuel Macron. Voilà pour le programme. C'est parti. C'est un sacré programme. Ce n'est pas simple, ce programme. C'est parti et on va commencer tout de suite avec quelques questions d'actualité sur le vif. La vie est étrange, Édouard Philippe. Si quelqu'un vous avait dit, il y a 1 an, en pleine primaire de la droite, que vous seriez là ce soir, Premier ministre, non pas d'Alain Juppé, mais d'Emmanuel Macron, vous l'auriez pris pour un fou, non? Ah, je ne l'aurais pas cru. Ah oui, vous avez raison, la vie est surprenante. La vie, d'ailleurs, la vie en général est surprenante. La vie politique l'est parfois plus encore. Parfois, c'est des mauvaises surprises. Parfois, c'est des bonnes surprises. Là, c'était une bonne? Ça a commencé pour moi par une mauvaise surprise, parce que, comme vous l'avez dit, je soutenais Alain Juppé, pour qui j'ai tendresse, affection, et puis un engagement complet depuis que je l'ai rencontré en 2002. Et puis, il a perdu la primaire. Et puis, la campagne s'est déroulée avec des rebondissements incroyables auxquels nous avons assisté. Et puis, au soir du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est arrivé en tête, et derrière lui, c'était Marine Le Pen. Et moi, j'ai considéré que, sans hésiter une seconde, pour vous dire les choses clairement, qu'il fallait non seulement voter pour Emmanuel Macron, ce qui me semblait s'imposer avec la force de l'évidence, mais qu'il fallait l'aider à faire en sorte qu'une fois élu, il réussisse. Et la plus grande surprise, au fond, Léa Salamé, c'est qu'après sa victoire, il a décidé de tendre la main à des gens qui n'avaient pas fait sa campagne, mais qui pouvaient se retrouver sur un certain nombre d'engagements qu'il avait pris devant les Français, afin de ne pas gouverner avec les 24% de gens qui avaient voté pour lui au premier tour, mais plutôt avec les 60% ou 65% qui avaient voté avec lui au deuxième tour. Jusqu'à la droite dans votre cas. Dans le livre Dans l'ombre que vous avez coécrit avec Gilles Boyer... Il y a longtemps. Oui, il y a longtemps, enfin, pas le dernier. Vous distinguez 2 catégories. Le politique qui ne vit que lorsqu'il est regardé et écouté, et l'apparatchik qui s'oublie soi-même et sert son maître. Est-ce qu'Emmanuel Macron est le politique et vous êtes l'apparatchik? Non, on est tous les deux des personnalités politiques. Lui est président de la République, moi je suis Premier ministre. Il est venu à la politique après que moi j'y suis venu, puisque j'ai commencé mon engagement local au Havre en 2001.
en étant élu sur la liste que dirigeait Antoine Rufenacht, qui a été mon premier mentor en politique. Et ensuite, j'ai fait une carrière politique locale, invisible au niveau national, mais absolument passionnante et exaltante. Puis je suis devenu maire du Havre, puis je suis devenu député, et puis j'ai rencontré Emmanuel Macron, et les choses que vous venez d'indiquer se sont passées. Vous voyez comme un chef d'orchestre d'une mélodie, d'une symphonie composée par Emmanuel Macron. Il est où, le chef d'orchestre, sur cette photo? Regardez. On va la voir. On va la voir. On va la voir, elle va arriver. Regardez la photo. Elle va arriver. Si elle arrive, mais elle va arriver. Voilà, elle est là. Vous pouvez la voir derrière moi. Vous voyez, c'était vendredi dernier à l'Élysée. Emmanuel Macron signait devant les caméras les ordonnances de la loi travail. Je vois le compositeur, Emmanuel Macron. Je vois le premier violon, Muriel Pénicaud. La contrebasse, Christophe Castaner. Je ne vois pas le chef d'orchestre. Ben voilà, vous avez vu une photo. Je ne suis pas sur toutes les photos. Non. Celle-là, elle est importante. Le président de la République décide de solenniser un moment, de le rendre absolument solennel. Et il choisit de présenter. Un moment pour signer ce qui est pour lui la loi la plus importante de ces 30 dernières années en France. Pourquoi vous n'êtes pas sur la photo? Mais je ne suis pas sur cette photo-là, mais il ne vous a sans doute pas échappé que lorsque nous avons engagé le processus avec Mme Pénicaud, c'est à Matignon qu'ont eu les premières réunions, afin justement d'écouter les organisations syndicales et patronales. Mais justement, c'est pour ça que je vous pose la question, pourquoi vous n'êtes pas là? Qu'est-ce que ça dit de votre relation entre le président et le Premier ministre? Ce qui me semble d'ailleurs beaucoup plus important. C'est à Matignon que s'est fait le travail. Et ensuite, c'est Muriel Pénicaud qui a fait un travail de discussion, de négociation, d'écoute tout à fait remarquable. C'est à Matignon que ces ordonnances ont été présentées après cet été de consultation. Qui conduit la politique du gouvernement, Édouard Philippe? Le chef du gouvernement dirige l'action du gouvernement. C'est la Constitution qui veut ça. Parce que je ne suis pas à l'Élysée ce jour-là. Bien. Mais, pardon, Madame Salamé, on peut passer beaucoup de temps à commenter cette photo. Elle est superbe. On va passer aux questions de fond. Mais on peut passer ça dit beaucoup de choses. Cette question des ordonnances. Encore une fois, qu'on s'intéresse au fond. On va y venir, mais un peu plus tard, si vous le voulez bien, parce que d'abord, il y a une question d'actualité. Monsieur le Premier ministre, le TGV est une réussite française. C'est notre grande fierté nationale. Que le TGV devienne allemand, ça ne vous fait pas mal au cœur? Ce qui m'aurait fait extrêmement mal au cœur, c'est qu'il meure. Ce qui aurait été un vrai problème pour la France et pour l'industrie française. Les carnets de commandes d'Alstom étaient pleins. C'est vrai. Mais je préfère prendre des décisions quand justement les carnets de commandes sont pleins, quand l'entreprise va bien, que lorsque, écrasée par une concurrence monstrueuse qui s'annonce, elle s'étiole au fur et à mesure. Vous avez raison, Léa Salamé, de dire que les carnets de commandes d'Alstom sont bons. Il y a environ 4 années de production qui sont... Voilà, alors pourquoi vendre tout de suite? Vous savez aussi, pourquoi tout de suite passer sous pavillon allemand? Mais vous savez aussi que l'entreprise est depuis très longtemps, depuis le début des années 2000, soumise à des difficultés considérables. Vous savez, vous l'avez probablement dénoncé en tant que journaliste, qu'il y a quelques années, l'État a dû imposer l'achat de motrices qui n'avaient pas vocation à rouler sur des lignes à grande vitesse pour justement compléter le plan de charge de l'entreprise. Je ne dis pas que c'est mal, mais je dis simplement que Alstom, c'est 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et que, alors que c'était le géant du ferroviaire pendant très longtemps, Alstom est désormais soumis à une concurrence qui est certes la concurrence de Siemens, mais qui est surtout la concurrence chinoise. Le chiffre d'affaires de l'entreprise chinoise qui a cru à une vitesse incroyable, c'est 28 milliards d'euros. Qu'en une semaine, Édouard Philippe, qu'en une semaine, 2 fleurons français de l'industrie, Alstom et les chantiers navals de l'Atlantique, passent sous pavillon étranger. C'est ça, le nouveau monde que vous voulez? C'est accélérer, acter le démantèlement de notre industrie française? Ce que je veux, c'est constituer des géants européens. Si nous voulons être présents dans la compétition mondiale, si nous voulons garantir à la France... Européen, quitte à oublier le côté français, c'est pas important, le patriotisme économique? Madame Salamé, je suis enchanté d'être avec vous ce soir. C'est un plaisir et je suis là pour 2 heures. Donc, je vais répondre à toutes vos questions. Mais si vous avez la gentillesse de bien vouloir me laisser terminer, ça se passera encore mieux. Édouard Philippe. Non, mais vraiment, je ne veux pas du tout vous dire ça de façon désagréable. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait des géants européens. Des géants européens qui soient fondés sur des compétences industrielles françaises. C'est le cas d'Alstom et dans l'ensemble Alstom-Siemens qui sera constitué, sur lequel nous avons obtenu un certain nombre de garanties, nous aurons un géant ferroviaire européen qui aura une chance dans la compétition mondiale. Je pense que la fusion que vous évoquez, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie française. Je pense que c'est une moins bonne nouvelle pour l'industrie chinoise. Je préfère 1000 fois que Siemens et Alstom s'unissent pour constituer un géant européen, plutôt que Siemens aille se marier avec Bombardier et devienne encore plus puissant et encore plus dangereux pour Alstom. Alors, je comprends parfaitement qu'il puisse y avoir des inquiétudes, des angoisses, qu'il puisse y avoir aussi une force symbolique très forte du TGV. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Mais je le TGV, c'est notre fierté nationale. Absolument. C'est un symbole qu'on est en train de céder aux Allemands. Non,
nous sommes en train de constituer un géant européen. Il y a certain nombre de cas où, si nous voulons exister dans le monde, il faut accepter l'idée de constituer des géants européens. Et vous avez évoqué le cas de STX, et je me permets là aussi de vous faire une remarque. Vous dites, vous acceptez que STX passe sous pavillon italien. Enfin, pardon, mais STX, c'était sous pavillon coréen. Alors, je sais mais pas à l'origine, sais pas où vous les voyez chantiers de l'Atlantique, à l'origine... Oui, peut-être, mais je ne vois pas où vous trouvez que c'est plus dangereux d'avoir un géant européen avec un partenaire italien à 50-50 plutôt qu'une propriété complète par un Sud-Coréen, par ailleurs sans doute tout à fait respectable, mais enfin qui me semble moins garantir l'intérêt industriel et les convergences que nous pouvons créer avec un acteur italien à l'origine, qui est sûr, Alstom qui est fiable et les chantiers de l'Atlantique étaient notre grande fierté nationale. C'était la CGE. Ils étaient issus de cette grande fierté nationale, la fierté des trembleuses qu'on a démantelé bout par bout et on achève le démantèlement. Bout par bout parce que l'entreprise n'allait pas si bien. Et pardon, vous posez cette question, elle est importante. Sur STX, ces chantiers qui avaient été vendus à des Coréens, encore une fois, dont nous avons pris le contrôle pour garantir des conditions d'échange et d'accord intéressantes avec nos amis italiens. Il y a une perspective derrière. Ce n'est pas simplement la constitution d'un géant européen et donc mondial en matière de construction navale civile, c'est aussi la perspective, à terme, de discussions qui permettraient d'aboutir à un constructeur géant européen, franco-italien en l'occurrence, dans la construction navale militaire. Et vous voyez bien qu'il y a derrière des questions qui sont à la fois des questions stratégiques, qui sont des questions de taille critique sur le marché mondial. Encore une fois, si on attend que les choses aillent mal pour prendre des décisions, elles sont rarement en faveur des salariés et rarement en faveur de l'intérêt national. Dans 15 jours, puisque vous parlez de l'Europe, dans 15 jours, ce sera l'heure de vérité à Bruxelles pour le glyphosate, un pesticide très dangereux utilisé par un grand nombre d'agriculteurs. L'Union européenne doit décider si elle poursuit l'autorisation du glyphosate ou si elle l'interdit. Quelle sera la position de la France ? La position de la France, le glyphosate, vous connaissez parfaitement ce produit, cette molécule, c'est un produit qui entre dans la composition de 178 produits qui sont commercialisés en France. Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités territoriales, les collectivités publiques qui veulent l'utiliser sur la voie publique ne sont plus autorisées à le faire. Et le 1er janvier 2019, les usages individuels, l'usage du consommateur sera interdit. La Commission européenne doit se prononcer sur la dangerosité du produit. Il y a des analyses variées. Certaines disent que c'est un cancérigène probable, d'autres disent que ça n'est pas démontré. Je ne tranche pas, je ne suis pas un scientifique. Quelle sera la position de la France ? Je suis en train de vous expliquer quel est le problème. Oui. Vous le connaissez parfaitement, mais il y a peut-être un certain nombre de téléspectateurs qui nous regardent, qui se disent le glyphosate, qu'est-ce que c'est ? Alors je me permets d'essayer de l'expliquer. La position de la Commission européenne à ce stade, c'est de proposer le renouvellement d'autorisation de commercialisation de ce produit pendant 10 ans. Le président de la République a dit clairement que la France ne voterait pas cette proposition, que nous ne voterions pas la proposition de la Commission d'une commercialisation pendant 10 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous allons évidemment faire respecter les interdictions au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 2019. La troisième chose, c'est que j'ai demandé à Nicolas Hulot et à Stéphane Travert, au ministre d'État chargé de la transition écologique et au ministre de l'Agriculture. Ils ne sont pas d'accord sur cette question. Je leur ai demandé de travailler ensemble, c'est d'ailleurs la moindre des choses, pour élaborer une stratégie qui nous permettra de sortir du... Écoutez la réponse. Je vous écoute. Elle est très intéressante. Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant ce que je dis, mais c'est un problème essentiel pour les agriculteurs et puis pour tous ceux qui s'intéressent aux questions de santé. Je leur ai demandé de faire une stratégie de sortie du glyphosate en prenant en compte l'état de la science, en prenant en compte le fait qu'au jour où nous parlons, il n'y a aucun produit de substitution efficace au glyphosate. Ça veut dire que dans toute une série de cultures, si on ne passe pas par le glyphosate, on n'obtient pas l'effet qu'on veut avoir pour obtenir les rendements qu'on cherche. Donc il faut à la fois concilier l'impératif de santé publique, et j'y suis extrêmement attentif. Il faut aussi concilier l'impératif de production des agriculteurs, de revenus des agriculteurs. La stratégie de sortie qui sera proposée par les ministres à la fin de l'année, elle le sera après les États généraux de l'alimentation, qui est un exercice de discussion que nous organisons avec l'ensemble des professions. Elle sera organisée après que la Commission se sera prononcée. On apprécie votre précision. Mais le temps presse. Mais le temps presse toujours. Et le temps presse, parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser. Les agriculteurs qui nous écoutent, ils savent que c'est un sujet décisif. Oui, absolument. Donc je prends le temps de répondre. La prime pour l'achat d'un vélo électrique, ce petit coup de pouce pour nous encourager à rouler écolo, vous le supprimez en 2018 ? On le supprime parce qu'en réalité, ce genre de coup de pouce, c'est des coups de pouce qui permettent de lancer une filière. Il y a plus de 25 000 vélos électriques qui ont été vendus. On pense que la filière a commencé à s'organiser.
Et on préfère concentrer nos efforts sur un certain nombre d'autres sujets d'accompagnement de la transition écologique plutôt que l'achat du vélo électrique. Monsieur le Premier ministre, comme beaucoup de Français ne vous connaissent pas, où en êtes-vous de votre rapport, vous, à l'écologie? Vous aviez voté contre la loi de transition énergétique, contre la loi bioéthique. Vous avez travaillé, on le sait, 3 ans chez Areva. En tant que maire du Havre, vous avez laissé prospérer une usine à charbon, l'une des 4 dernières de France. L'écologie, pour vous, ce n'est pas une priorité? Vous êtes en train de changer d'avis sur la question? Vous mélangez, pardon, vous évoquez vous ne les mélangez pas du tout, vous évoquez plusieurs sujets, un sujet local et puis des sujets de parlementaires nationaux. Je peux répondre sur l'ensemble des questions. J'essaie de comprendre votre conviction par rapport à l'écologie. Mais je la comprends, je sais que nous vivons avec ce sujet. Et je suis comme beaucoup de Français, j'évolue sur ces sujets. Je n'ai pas grandi dans un milieu intellectuel ou culturel qui était extrêmement averti de ces sujets. Bon, je l'assume, c'est comme ça. Et j'y suis venu sur le tard. Et si j'y suis venu, c'est probablement plus par des lectures que par l'expérience pratique qu'on peut se faire quand, par exemple, on milite dans une association. J'y suis venu par des lectures, notamment les lectures de Jared Diamond, qui est un de ceux qui, à mon avis, décrivent le mieux les enjeux climatiques, les enjeux dans l'utilisation des ressources naturelles. Donc vous êtes en train d'évoluer sur la question? Oui, mais c'est bien naturel. La société française évolue sur cette question. Dans les années 80 ou 90, il y avait des gens qui étaient très en avance. Tant mieux d'ailleurs, d'une certaine façon. On a toujours besoin de gens qui sont très en avance. Et puis il y avait des gens qui étaient totalement rétifs à ça. Je n'ai jamais été totalement rétif à ces questions, mais simplement j'évolue au rythme qui est à mon rythme. Peut-être certains le trouvent trop rapide, d'autres le trouvent trop lent. C'est le mien. Ouais. Voilà. Et je sais que l'engagement est indispensable. Est-ce que vous avez évolué? Est-ce que vous êtes pour la construction ou pas? Votre intime conviction? Je ne vous ferai pas part de mon intime conviction. Pour une raison. Parce que je ne vous ferai pas part de mon intime conviction, parce que j'ai demandé à une commission de faire une analyse complète du dossier dont j'ai besoin, dont le gouvernement a besoin pour prendre la décision le moment venu. C'est une décision difficile à prendre. Parce que là encore, les enjeux sont extrêmement variés. Votre intime conviction il y a quelques mois, c'était « il faut l'aéroport ». Mon intime conviction il y a quelques mois, c'était de dire que lorsque l'ensemble des procédures administratives ont été respectées, lorsqu'on a appelé les Français à se prononcer sur l'opportunité, enfin les Français, en tout cas les habitants de la Loire-Atlantique, à se prononcer sur l'opportunité de la construction, on ne peut pas faire comme si les procédures n'avaient pas eu lieu, comme si les recours juridictionnels n'avaient pas été écartés et comme si les Français ne s'étaient pas prononcés. C'est une vision qui est peut-être plus juridique ou politique que environnementaliste, comme vous le dites, mais elle a aussi sa légitimité. Cela dit, je sais aussi que derrière, il y a des questions d'ordre public et je sais aussi qu'il y a des questions d'environnement, des questions sur l'avenir du transport aérien, des questions sur la préservation des terres agricoles, des questions sur la préservation des terrains sensibles et des zones humides. Je les entends. Vous attendez la conclusion. Je les entends et j'y réfléchis avec l'ensemble des membres du gouvernement. Et je ne crois pas que l'action publique gagne quoi que ce soit à être fondée sur des intimes convictions. Je pense qu'elle gagne plutôt à être fondée sur des analyses rationnelles. Édouard Philippe, on en vient à présent à vos mesures économiques. Ça s'appelle « Demander le programme » et c'est avec François Lenglet.